ce sont vraiment deux thèmes sur lesquels on construit son identité, mais je pense qu'on se construit tout simplement. Alors, c'est vrai en entendant tous les experts, mais aussi certains témoignages qui étaient beaucoup plus dans l'émotion. Ce que je voulais dire, c'est que donc priver les citoyens d'une partie de leur histoire culturelle, c'est les priver d'un droit. Donc il y a un moment, je pense, un manque, il y a un souci, et donc, comme le disait la présidente, s'ouvrir à une initiative parlementaire dans cette assemblée et dans d'autres, parce que la problématique relève aussi de compétences liées à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans les deux assemblées, je me sens particulièrement concernée, particulièrement intéressée. Alors oui, il faut le faire, mais il faut le faire dans un esprit constructif. Il y a l'émotion, il y a le droit, et je pense que grâce à des experts et la journée ou la matinée que nous venons de vivre, ce travail pourra être mené sereinement, et j'espère qu'on pourra le faire dans les mois qui viennent. Alors, je vais me permettre de faire une petite publicité, promotion pour une initiative qui va être prise par mon groupe parlementaire, puisque début novembre, nous allons ici nous-mêmes organiser sur base d'un travail pédagogique qui a été mené par le lycée Guy Fudel, une conférence et une exposition qui ira au-delà de ce qu'on a fait ce matin, mais qui, je pense, est complémentaire à ce qui a été fait précédemment, et sur l'histoire, notre histoire coloniale, la volonté étant donc de mettre en avant toute cette problématique, mais dans un prisme, en tout cas, qui soit loin, et c'est vraiment notre objectif, de la vision post-colonialiste. Alors ce sera un travail de mémoire. Moi je préfère parler de travail que de devoir. Parce que le devoir, on peut dire, voilà, on doit le faire. Non, c'est pas quelque chose qu'on doit faire, c'est quelque chose qui, je pense, construit ou se co-construit, parce que c'est un terme très à la mode. Donc un travail de mémoire, mais aussi un travail d'enseignement, puisque le public concerné pour ce qui nous intéresse est un public d'élèves et de professeurs. Il y sera notamment question, on n'a pas évoqué cela aujourd'hui parce que la thématique était plus culturelle, toute la problématique évidemment de nos manuels scolaires, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, très important. Et nous irons encore au-delà puisqu'il sera question aussi de la problématique des discriminations raciales. Donc c'était un moment que j'avais envie, un moment propice pour moi de vous appeler à venir nous rejoindre. Alors c'est le 6 novembre, ici même, que nous aurons cette initiative qui s'intitule Noir Dessin, avec EI, pour Blanche Aspiration. Et c'est une co-construction. Je voulais remercier pour la qualité des interventions. Et j'ai retenu quelques éléments. Il y avait beaucoup de choses, mais ce qui m'a le plus touché, c'est la demande de reconnaissance du pillage, la demande de réappropriation du discours et la question de la dignité. Et je pense que c'est vraiment des éléments importants qu'il faut retirer de cette matinée. Alors, Ecolo a beaucoup travaillé sur la reconnaissance de la responsabilité de la Belgique, question de la décolonisation, et je pense que c'est important ce que vous disiez, madame, par rapport à la responsabilité. Il y a aussi une réparation. Ça, je pense que c'est fondamental aussi. Alors, une résolution fédérale a été déposée par Zoé Genot, donc voilà, elle n'a pas pu rester, comme on l'a déjà dit, en 2014 au niveau fédéral. Donc, demandons notamment une étude mixte avec des historiens des pays d'Afrique et de la diaspora. On constate qu'on n'a pas pu avancer pour l'instant au niveau du Parlement fédéral sur cette résolution. On le regrette fortement. Benoît Hennings aussi a régulièrement interpellé sur ces questions, et notamment sa dernière sur la présence de restes humains dans les collections des établissements scientifiques fédéraux. On en parlait
Donc voilà. Alors je pense qu'il faut pouvoir reconnaître la responsabilité de la Belgique, de travailler sur la restitution, comme on a pu le faire par rapport à d'autres spoliations, notamment la spoliation des Juifs. Donc il faut pouvoir étendre donc, ce sujet qui est, c'est très fort au niveau fédéral. Moi je suis vraiment contente qu'on puisse reprendre et poursuivre un travail qui, ici, au niveau de la COCOF, au niveau de la région, au niveau de la communauté française, j'en parlais. Donc je pense en effet qu'il faut amener ces sujets, faire avancer les choses dans tous les hémicycles. Et donc nous sommes tout à fait partants à travailler sur une résolution qui doit être ambitieuse. Et je reprendrai, et je pense qu'on sera vigilant à essayer de retrouver dans cette résolution les éléments qui m'ont marqué, c'est-à-dire la question des dignités, la question de la réappropriation du discours, de la responsabilité et de la réparation. Merci. Et donc je crois qu'on doit aussi réécrire une histoire commune et ça passe forcément par réconciliation. Réconciliation passe par le dialogue, passe par le respect. Et j'aime bien cette expression qui dit « ce qui sera fait sans nous sera fait contre nous ». Et moi j'ai entendu ici aujourd'hui effectivement cette demande de dialogue, de reconnaissance, et pas seulement vous dire « vous êtes là », non, nous ne sommes pas à côté de vous, nous sommes avec vous à tout moment pour avancer sur cette question. Et aussi pour donner aux filles et aux fils de l'Afrique, qu'ils soient ici ou là-bas, une lecture qui est à la fois spirituelle, qui est également identitaire, mais aussi qui est économique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on parle de marchand d'art, l'art est un levier économique absolument extraordinaire. Et donc, j'entends bien co-création, mais surtout respect, dignité mutuelle. Et pour ça, j'ai entendu le fait qu'il y ait des musées nationaux qui soient créés, avec une préservation, avec une sécurité. Mais moi, je pense que l'idée qui a été menée par la digitalisation est très importante, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des œuvres d'art qui ne sont pas accessibles, qui ne seront jamais vues par d'autres. On a dans le monde entier des enfants qui n'ont jamais été dans un musée et qui sont dans l'ère aussi numérique, et il faudrait passer par ces véhicules. Alors évidemment, on parle des constructions d'imaginaire, mais également des stéréotypes. Et moi, je sais que j'ai lancé il n'y a pas longtemps l'idée, j'ai pas lancé, j'ai relancé l'idée existante depuis très longtemps, qui est l'idée d'un musée d'immigration, d'histoire coloniale. Et à mon sens, ce projet-là, il va finir par voir le jour. C'est une exigence aujourd'hui démocratique, une exigence aujourd'hui de vivre ensemble pour montrer qu'effectivement, les migrants, les immigrés, les étrangers ne sont pas tombés du ciel. Ils ont une histoire, une identité particulière qu'il va falloir comprendre que notre cher pays, évidemment, a été formé également parce qu'il est le fruit d'une diversité. Alors, je voudrais aussi terminer vraiment pour dire qu'au sein de ce Parlement, de cette matinée, on va travailler ensemble, parce que c'est ça qui est formidable dans cet hémicycle. On travaille ensemble, main à la main, pour mettre un texte qui sera co-construit de main en main avec le monde associatif. Et dans les différentes instances qui existent, on va porter ensemble ce projet pour qu'en tout cas, les enfants et fils d'ici, parce qu'ils sont d'ici, avec des racines d'ailleurs, et des ailes qui poussent ici, puissent se réapproprier leur dignité, mais également leur place entière. Ça passe par là. Merci. De tourner vers la restitution des biens juifs qui ont été spoliés, volés par les nazis, et qui ont aussi été bien souvent récupérés par de grands musées un peu partout en Europe, et qu'il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de peine, beaucoup de moyens pour que les héritiers éventuels de ces œuvres d'art qui avaient été volées par les nazis puissent être récupérés. Je rappelle simplement ceux qui n'ont pas vu le film La femme en or sur ce magnifique tableau de Klimt qui a fini, après beaucoup d'efforts, par être récupéré dans les plus grands musées de Vienne. Donc la différence entre les juifs et les afros et les africains, c'est que les juifs étaient insérés au cœur du tissu social, culturel et politique de l'Europe. C'était une diaspora vivante, ils ne venaient pas d'un pays, ils étaient installés dans toute l'Europe. Et donc, ce qui me frappe, c'est qu'il a fallu attendre très très longtemps, plus d'une génération,
pour que la prise de conscience se fasse et pour que des efforts commencent à être entamés pour récupérer les œuvres d'art, mais aussi pour récupérer ce qui avait appartenu à ceux qui avaient été exterminés par les nazis. Et je fais simplement référence, parce qu'on n'attendait pas ici pour faire une conférence, aux biens juifs qui ont été volés par les banques, et par les assurances, et par l'État dans notre pays. Il a fallu, j'ai été très proche, c'est mon mari qui a fait ce combat, il a fallu une bonne quinzaine d'années pour obtenir finalement de l'État, des banques et des assurances qu'elles restituent à ceux qui pouvaient prouver qu'ils étaient les héritiers ou les descendants de ces juifs qui avaient été exterminés, mais pour permettre aussi d'envisager, ça c'est une réflexion intéressante dans notre pays, que l'argent qui n'avait pas eu de personne pour réclamer cet argent a été mis sur pied ici une fondation belge, de droit belge, qui a pour objet, et c'est beaucoup d'argent, parce que le calcul qui a été fait a permis à cette fondation de soutenir des initiatives culturelles, des initiatives sociales, etc., de la communauté juive et des Tziganes. Et je pense que c'est un modèle intéressant auquel pourraient réfléchir les membres de la communauté africaine ici. Alors, quelques mots par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui. J'ai interpellé le ministre-président Olivier Bourg sur cette question il n'y a pas très longtemps, juste avant les vacances d'été, et je proposais la mise sur pied d'un groupe de travail paritaire qui réunirait à la fois des experts africains, mais aussi des experts de la diaspora, qui pourraient faire l'inventaire de ces biens et des conditions dans lesquelles ils ont été acquis. Et je demandais aussi au ministre-président si on pouvait envisager l'organisation d'une conférence internationale, ici à Bruxelles, pour débattre de ces questions et pour voir comment on peut avancer à partir de là. Donc ce sont quelques idées que je mets sur la table de notre discussion. Et alors je ferai une petite publicité, Madame la Présidente, aussi, pour dire que ces questions ne sont pas seulement des questions d'œuvres d'art, ne sont pas seulement des questions de dignité, ne sont pas de mémoire par rapport au passé, c'est aussi des questions d'actualité. Et dire à ce sujet, vous invitez déjà à noter la date, la fin du mois de novembre, le 29 et le 30 novembre, parce qu'avec d'autres collègues députés parlementaires, femmes et sénatrices, nous avons organisé dans tous nos parlements une conférence internationale sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Parce qu'il ne faut pas oublier. Et on commence ici. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est très important le passé, et c'est très important aussi la mémoire, mais c'est très important aussi ce qui se passe ici, et comment des régimes autoritaires massacrent leur propre population, ne respectent pas leurs engagements et ne respectent pas les droits humains. Voilà, je vous remercie. Effectivement, avec plusieurs collègues, on a monté cette construction déjà deux jours avant la réélection de M. Nkurunziza. Nous avions ici un hémicycle rempli sur qu'est-ce que ça veut dire que les accords d'Arusha, qu'est-ce qu'on se bat justement pour les faire respecter, etc. Et voilà, plusieurs années après, des mois après, avec la diaspora, nous nous retrouvons le 29 et le 30 novembre. Donc, moi je vais compléter les questions de mes collègues. Donc, on voit bien qu'on essaie d'avancer vers une résolution collective, et Fatoumata, tu fais bien de souligner ça, l'idée que ce soit porté par l'ensemble du Parlement, évidemment. Ça c'est une chose, avec le point essentiel sur, je maintiens ça, des excuses officielles, reconnaître la filiation, les pillages, la violation de droits, reconnaître ce qui s'est passé, une question de dignité et de respect. Donc d'avoir ce premier point-là, je pense que ce serait extrêmement important si à partir de ce Parlement, cette reconnaissance et ces excuses pouvaient être formulées, comme on l'a fait pour, par exemple, les métis de Belgique. Après, c'est vraiment des questions pratiques que je veux vous poser en prenant la carte blanche de Bamako, donc c'est aussi des questions pratiques à Bamako que je veux poser. Qu'est-ce que vous attendez de façon pratique de nous? Par exemple, une commission soit instituée, qui soit une commission large, avec des experts larges. C'était le but, justement, de votre intervention, de dire qu'est-ce qu'on met derrière le mot égalité.
qu'est-ce qu'on met derrière le mot expertise et qu'est-ce qu'on met derrière le mot à égalité. Donc, qu'est-ce serait ce genre de groupe de travail? Appelons-le comme ça. Faut-il changer le cadre légal, comme en France, justement, sur l'inaliénabilité des biens retenus par les musées? Est-ce qu'on doit changer notre cadre légal? Si oui, de quelle façon? Comment est-ce qu'on peut avancer? Sur la restitution, comment est-ce qu'on peut exactement aller plus loin? Est-ce qu'on peut imaginer, quelle forme de restitution on peut imaginer? Une restitution en nature, je dirais, ou une restitution de propriété. Transfert de droit de propriété, je pense que ce serait très important aussi. Une conférence internationale, Simone vient de le redire, je pense que ce serait très important aussi. Et donc, ce serait intéressant que vous puissiez là maintenant déjà alimenter de façon concrète cette proposition que je pense que tout le monde voudrait soutenir. Alors, place à la salle, et je donnerai les derniers mots aux intervenants, bien entendu. Qui prend le premier la parole? Je me rappelle, Michel. Bonjour, je m'appelle Michel Bouffiou, je suis journaliste et j'ai réalisé une enquête sur le parcours criminel d'Emily Storms en Afrique, dans la région de Tanganyika, où cet homme qui était l'envoyé de l'Association internationale africaine avait pour mission de soumettre des chefs locaux, soit par la ruse, dans un simple rapport de force, ou par la violence, et qui a fait exécuter plusieurs chefs locaux qui faisaient collection à la fois d'objets qu'il a pillés et qui font aujourd'hui partie des collections du musée de Pérure, des statuettes tablois qui sont présentées par le musée de Pérure, que nous faisons partie de ces trésors. Et par ailleurs, particularité de ce militaire qui est ici, qui honore pas très loin au Square de Mégus, c'était de faire collection de crânes humains qu'il rapportait en Belgique, crânes qui se trouvent toujours au musée des sciences naturelles actuellement. Et donc voilà, je voulais juste en fait ne pas être long du tout, mais juste faire une précision par rapport à ces restes humains, pour dire que ce n'est pas une question anecdotique. Et j'entends un discours qui se formule petit à petit. J'ai entendu sur un plateau de télévision auquel j'aurais bien aimé participer, mais on ne m'a pas convié. Je l'ai entendu tout à l'heure dans la bouche de M. Vessès également. Discours qui est de dire évidemment ces restes humains, il faut les rendre. Enfin, je ne crois pas. Je pense qu'il faut avoir un débat sur ce que ces restes humains ont à nous dire sur notre histoire, sur l'histoire de la colonisation, sur l'histoire de cette violence indescriptible dont des personnes appartenant à notre pays se sont rendues coupables. Donc voilà, je pense que c'est une question qui ne doit pas être évitée, et donc je voulais aussi être très précis par rapport à des exposés que j'ai entendus tout à l'heure, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de faux débats sur des questions de fait. En fait, il y a, d'après ce que j'ai pu vérifier au travers de différents documents dans cette enquête, il y a en fait 289 crânes, 12 foetus, 8 squelettes entiers qui appartiennent à une seule collection, qui est la collection de l'ancien musée du Congo, donc la collection qui a été transférée du musée de l'Afrique centrale en 1964 vers le musée des sciences naturelles. Ça, c'est une collection de restes humains. Donc cette collection-là se trouve toujours au musée des sciences naturelles, où elle est l'objet d'aucune étude scientifique depuis qu'elle s'y trouve, depuis 1964, une collection qui est en fait oubliée. Et donc c'est pour ça que je parlais dans mon article d'une oubliette en fait. Intéressant pour le Parlement. Tout se passe à Bruxelles. Donc voilà, ça c'est une première collection. C'est dans cette collection-là que se trouvent les 3 crânes ramenés par Emily Storms. Enfin 3 normalement, parce qu'il en a ramené 3.
Mais quand j'ai fait mon enquête, en fait, cette collection est tellement oubliée qu'un des 3 crânes n'a pas été retrouvé par les conservateurs, donc on cherche toujours après celui-ci. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette collection de crânes là et de restes humains, c'est que à peu près 2/3, d'après les registres que j'ai pu consulter, les registres du musée du Congo, 2/3 de ces restes humains ressortent sans doute de fouilles archéologiques. Mais 1/3 de cette collection ont des origines vraiment extrêmement douteuses, et ce sont des restes humains qui ont été ramenés en Belgique principalement par des militaires qui ramenaient d'autres choses, des papillons, des objets divers, et donc des restes humains en plus, à l'époque de la crânologie dont on a parlé tout à l'heure, donc cette époque où on faisait des débuts de l'anthropologie physique, où on essayait de légitimer de manière pseudo-scientifique le racisme. Et donc il y a une autre collection de restes humains, qui celle-là est l'ancienne collection de la Société d'anthropologie de Bruxelles, qui est aussi liée à cette histoire d'existence, puisque le crâne de Lusinga a été exposé devant des personnes de cette Société d'anthropologie dans les Pyrénées en Belgique, où on a expliqué que ce chef était vindicatif et cruel, où on a encore fait son procès après l'avoir exécuté, et où on a pu, dans la bouche d'un professeur de l'USB, entendre dire que, bien évidemment, la forme de son crâne témoignait de son infériorité. Donc voilà, cette collection-là de la Société de l'anthropologie, elle a été divisée en 2 parties. Il y a une partie qui se trouve au musée des sciences naturelles, et une autre partie qui se trouve à l'Université libre de Bruxelles, où se trouve une 50aine de ces crânes de la Société d'anthropologie de Bruxelles, parmi lesquels il y a des crânes congolais, mais également des crânes qui viennent d'autres parties du monde. Et voilà. Donc je sais que ça fait un débat en interne à l'ULB de savoir, j'ai fait mes études là-bas, beaucoup de respect pour l'ULB, même beaucoup de reconnaissance, mais par rapport à ce débat-là, je sais que ça va en débat en interne à l'ULB, mais que le débat public tarde à venir, de savoir ce que racontent aussi ces crânes aux scientifiques qui les utilisent encore parfois à l'ULB, puisque Madame Burko-de-Run, la directrice du laboratoire d'anthropologie de l'ULB, a cru que c'était sans doute un bon argument de me dire que ces crânes étaient pour légitimer de manière scientifique le racisme. Et donc l'argument de Mme Burko-de-Run est aujourd'hui de dire qu'ils sont utilisés dans un cours sur la variabilité pour démontrer que le racisme est une ineptie. Je pense que ces crânes devraient être utilisés d'une autre manière, devraient être rendus, et devraient surtout nous raconter autre chose que cela, et nous raconter une partie de notre histoire. Et voilà, je termine en disant que quand j'ai sorti ces enquêtes, et ça interroge aussi sur la décolonisation des médias en Belgique, j'ai proposé à la fois à la chaîne publique et à la chaîne privée de faire un débat autour de ces questions. Et il m'a été répondu des 2 côtés que ce n'était pas vraiment un débat. Après la carte blanche, heureusement, il y a eu un débat sur la chaîne privée, c'est déjà ça. Mais voilà, donc il y a... je voudrais donc témoigner de ça, du fait que c'est très difficile d'avoir un débat public là-dessus. Et donc, je vous invite, Madame la Présidente, à peut-être vous emparer de cette question des restes humains qui sont présents en Belgique. Parce que c'est quelque chose qui renvoie à notre histoire, mais qui renvoie aussi à notre actualité, à ce que nous sommes aujourd'hui, à ce que nous faisons de cette histoire. Et je suis très choqué en tant que citoyen belge que j'ai sorti cette affaire-là, ce dossier le 22 mars 2018. Je suis très choqué qu'il n'y ait pas eu véritablement de débat sur la présence de ces restes humains en Belgique. Moi, je pensais que c'était quelque chose qui était une bombe, c'était extrêmement choquant que les gens, que les médias s'en empareraient, que les politiques entraient directement en position pour dire que ce n'est pas possible de conserver des restes humains de
banalité qui se pose là parce que à la suite d'une profanation de tombe et de son achat qu'on fait des films de l'écho, il y a derrière toutes ces histoires des choses extrêmement horribles, et je pense qu'il faut oser les raconter, les dire. Il faut que la Belgique soit au courant de cette histoire et que se termine aussi par quelque chose qui renvoie à un seul mot, ou à deux mots, vérité et dignité. Voilà. Des œuvres d'art, des œuvres muséales, c'est un travail mémoriel, comme ça a été dit, et c'est aussi un devoir. J'entends par là une sorte de nécessité fondamentale, c'est-à-dire une chose dont le contraire est une impossibilité. Je m'explique. Pour vivre, je dois respirer. Et si je ne respire pas, je ne vis plus. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ces œuvres d'art participent de la continuité historique des sociétés africaines. Cette histoire, elle a été interrompue. C'est pour cela que nous devons essayer de nous libérer par notamment ce processus de restitution des œuvres d'art, nous libérer de la traite négrière. Un petit exemple, lorsqu'on prend un objet en Afrique, on l'amène dans un musée en Europe, cet objet, un masque par exemple, il est un masque exposé. Mais en Afrique, c'est une identité, c'est une personne. Et quand on arrache cette personne à sa terre, c'est de la déportation, c'est de la traite. Et je suis curieux, moi, de voir des Africains, lorsqu'ils sont devant ces masques qui sont sacralisés, adorer cela parce qu'ils participent de la traite. Quand vous allez à Ouagadougou, vous avez un musée où on rentre dos tourné à ces objets. Et quand on est ici dans les musées européens, on est face à ces objets. On est en train de désacraliser notre vie en Afrique. Donc il faudrait qu'on exige la restitution en tant que devoir et en tant que travail mémoriel. Il faut aussi qu'on arrive par cet acte à nous libérer de la colonisation étrangère, occidentale, de la colonisation interne aussi, parce que les dirigeants qui sont en Afrique participent aussi de cette déconstruction de la société africaine, de l'histoire africaine, et aussi il faut qu'on se libère de la mise en dépendance de l'Afrique. Madame, vous avez dit ici qu'on était dans un lieu signifiant et de décision. Je crois qu'à cette restitution, Mireille l'a évoqué dans son discours, c'est notamment les réparations financières, et par là, j'entends aussi la restitution des avoirs financiers de l'Afrique. Parce que lorsqu'il y a un différend avec un pays africain, on entend parler de gel des avoirs. Non, on ne veut pas de gel des avoirs. On veut qu'on restitue ces biens financiers qui sont dans les banques européennes. Et ça aussi, ça va nous aider à continuer notre historicité dans le sens de la reconquête de la dignité perdue. Je voudrais qu'on ait un regard holistique, un regard global, qui comprend tous ces aspects. On ne peut pas libérer un homme uniquement par la restitution des œuvres. C'est dans la récupération de cette dignité intégrale de l'homme africain, dignité totale. Et je veux peut-être terminer par aussi un autre point qui est le sens de responsabilité, nous Africains. Lorsqu'on sera face à ces œuvres, il faudrait qu'on comprenne. En Afrique, on ne naît pas homme, on le devient. C'est-à-dire que nous devons comprendre notre trajectoire où on s'humanise, on devient homme. Et avec cela, si on comprend cette trajectoire, on a un sens de responsabilité. Quel est le regard qu'on porte sur notre humanité en Afrique? Parce que nous devons aussi avoir un respect de ce qu'on appelle l'écologie sacrée en Afrique. Et ces œuvres-là vont nous aider à nous reconstruire, à retrouver notre dignité perdue. Merci. Alors, très rapidement, je vais souligner quelques mots que je rejoins effectivement les discours, tous les discours et les interventions étaient très, très riches et donc très, très difficiles de revenir. C'est de remercier la présidente d'avoir initié ceci comme d'habitude et Mireille évidemment pour la profondeur de son initiative et son intervention. Merci Mireille. Qui représente la dignité des Congolais.
parmi les mots qui ont été utilisés, puisque c'est ça que je vais parler spécialement, il y a donc restitution. Je pense que cette restitution, on l'a dit aussi, sera aussi une reconstitution. C'est pour ça que je me réjouis que le travail va continuer. Il y a les dialogues, c'est aussi un mot-clé que je retiens. Donc, restituer, ça veut dire reconstruire, mais toujours dans les dialogues. Alors, parmi d'autres mots-clés que j'ai retenus, il y a le fait que le Congo est pluriel. Et le Congo doit retrouver sa dignité. On va travailler avec justice au nom de la justice, et etc. Mais un mot important que je n'ai pas entendu et qui est lié à tous les autres, c'est le mot la paix. J'espère, Madame la Présidente, que quand ce travail sera fait, ceux qui feront ce travail, que ce soit des experts, des scientifiques, ou non les experts, n'est-ce pas, Christian, n'est-ce pas, des scientifiques qui sont ici, de dire que sans la paix, on ne peut arriver à rien. Et Dieu sait, c'est dans cette histoire des biens culturels à restituer ou qui ont été pillés, il y a toujours la question des paix qui se pose. Donc c'est un mot clé pour moi et j'aimerais bien qu'on puisse lui donner tout son sens et les liens qu'il peut avoir avec les restes des mots-clés qui nous guident ici. Je vais en rester là pour ne pas... Merci. Merci beaucoup. Je vais juste essayer de réagir sur certaines paroles qui ont été prononcées ici durant donc, le débat. Monsieur, je pense que c'est Guido Cresset qui a dit à un certain moment qu'on leur a offert en parlant de certains musées. Je pense que les mots ont de l'importance parce qu'ils signifient la manière dont on voit le rapport à l'autre. On ne peut pas offrir à quelqu'un ce qui n'est pas à nous. Le transfert de propriété ne se fait pas. La propriété est un droit absolu qui ne se perd pas par le non-usage. Dès ce moment-là, dès le moment où une société ou une diaspora n'a pas pu être à même d'exercer sa propriété, ce n'est pas parce qu'on n'exerce pas qu'on l'a fait. C'est pour ça qu'on parle d'un droit absolu. Je voudrais revenir aussi sur la notion de pas tout n'est issu d'un pillage, où on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas vraiment l'origine de certains objets que l'on a. Je pense qu'en déclarant ce genre de choses, on tombe dans la mauvaise foi, tout du moins, ou voire même dans la malhonnêteté intellectuelle. On sait tous que ces objets n'ont pas été offerts de bonne foi ou de bonne volonté, et ils ont été bien évidemment spoliés. Je réagirai encore en disant que le cadre juridique n'existait pas vraiment, ou on ne savait pas vraiment ce qu'il en était à cette époque-là. Je pense que le vol, parce que c'est dont il est question ici, le vol est interdit depuis la nuit des temps. On peut même s'en rapporter aux tables de la loi. Donc le cadre juridique n'a pas besoin d'exister pour que l'on puisse tous connaître la différence entre le bien et le mal, et le vol, même sans cadre juridique, reste le vol, appelons un chien un chien. Et je rebondirai sur autre chose. On est tellement loin dans ce process que l'on ne peut plus agir avec des demi-mesures ou en faisant de petits pas. On est obligé à l'heure actuelle de devoir faire preuve d'exigence envers nous-mêmes pour essayer de rattraper le temps perdu, et c'est le seul biais par lequel on pourra essayer d'établir une communauté commune, un devoir de mémoire et une mémoire collective. Et je voudrais juste revenir sur la déclaration d'une dame qui maintenant est partie malheureusement, qui parlait du fait que oui, on ne peut pas restituer toutes ces choses à des régimes qui sont sanguinaires en collaborant avec eux. À l'heure actuelle, on n'a aucun problème à collaborer avec certains régimes qui sont dits voyous quand ça nous arrange. Donc on ne peut pas noyer le poisson en prétextant que c'est parce que ces régimes sont soi-disant sanguinaires que l'on ne restitue pas ces biens-là. L'un des intervenants, monsieur je pense qu'il est dans le commerce des œuvres d'art, disait « L'Africain a le droit d'être représenté dans chaque musée du monde, il devrait en être fier ». C'est tout à fait vrai, et vous évoquiez dans votre intervention la relation qui existe entre le musée du Louvre et le musée, en fait c'est pas de douane et d'Abu Dhabi si je me trompe, cette relation n'existe que parce que le musée du Louvre a gardé un droit de regard et donne certaines prérogatives au musée d'Abu Dhabi. Ce que ça signifie, c'est que quoi? Le musée du Louvre a conservé son droit de regard et elle peut le faire uniquement parce qu'elle est encore maîtresse de la situation. Les Africains sont très fiers de pouvoir voir leurs objets être représentés, mais cette fierté est annulée par le seul fait qu'on ne puisse pas leur reconnaître leurs droits originels, leurs droits de propriété. Chacun doit garder sa place. On peut rentrer en voiture tous ensemble, mais chacun doit garder en tête que vous pouvez rentrer dans ma voiture, mais vous êtes un passager, j'en suis le pilote.
c'est ça que l'on oublie, je pense, dans certains des discours qui sont prononcés ici, c'est que chacun doit agir en sachant qu'on ne peut pas avoir une relation dans laquelle on est d'égal à égal dès le moment où on nie à l'autre sa préexistence, son droit de propriété absolu et qui n'est pas aliénable par le non-usage qui d'ailleurs dans ce cas-ci a été empêché. Je pense qu'il est important de le dire. Et par rapport à ça, je voudrais que l'on puisse juste reconnaître à tout un chacun que ce travail ne pourra se faire que si l'on change de prisme. Ce n'est pas un travail d'égal à égal, c'est un travail dans lequel on reconnaît le droit et la maîtrise à l'autre qui veut bien nous engager dans ce travail d'avancement, et pas l'inverse. Par là, je tiens à vous rappeler tous et toutes que l'Afrique était dans l'histoire, dans le passé. L'Afrique est présente aujourd'hui et l'Afrique sera présente demain. Je tiens à vous rappeler et vous informer, pendant que nous discutons ici, sachez que dans ce pays, des jeunes de toutes couleurs, sont à la recherche de cette histoire. C'est déjà trop tard, ce débat. On est beaucoup plus loin. Réveillez-vous, mesdames, messieurs. Réveillez-vous. Debout, comme on disait, debout congolais, debout les Belges. Avant, on nous observait, on était en Afrique, on écrivait sur nous. Aujourd'hui, nous sommes des acteurs et actrices de ce changement. Prenez-en compte. Ça veut dire que tout déplacement, toute discussion, nous voulons savoir, ces discussions sont menées avec qui, comment et pourquoi. Ce que tu fais pour moi sans moi, tu le fais contre moi. C'est la phrase la plus réelle de toute la vie. Je ne peux pas, Madame la Présidente, vous offrir des fleurs si vous détestez les fleurs. Donc je dois savoir ce qui vous plaît. Je reviens à dire, avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai eu un regret quand même de savoir qu'on a oublié le monde associatif. Nous avons entamé des débats dans le musée de Tervuren depuis plus de 16 ans. Jour après jour, qu'il pleuve ou qu'il neige, parce que nous savions où nous allions. Madame Sidibé, ici intervenue, elle a dit, vous pouvez mener vos débats ici, n'oubliez pas ce monde associatif. Parce qu'il est présent et il va vraiment apporter le plus. Je précise aussi un élément qui est important. Je veux le dire parce que c'est le slogan d'ici. Au lieu de jobs, 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 moi je dirais dialogue, dialogue, dialogue. Toutes ces différentes personnes qu'on a rencontrées pendant 16 ans et plus sont à la recherche de dialogue. Ce n'est pas pour rien, quand vous regardez dans cette salle, la totalité des membres ici présents, et j'apprécie beaucoup parce que vous voyez la diversité peut-être de la ville de Bruxelles et plus, c'est cette diversité dans ce pays. C'est avec cette diversité qu'on doit construire. Ce musée va se créer dans quelques mois et sachez que le travail va commencer. Et je rappelle ici un élément important. Quand vous parlez du musée, il y a le musée, mais il y a un côté qu'on oublie beaucoup, c'est l'institution de recherche scientifique. C'est un élément important, important. Ne pas oublier. Et j'appelle à tout un, chacun et chacune, de tenir compte de ce qui se passe dans ce musée en construisant ensemble. Alors j'ai terminé par vous dire, le passé démontre quelque chose au présent. Merci.
Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir donné la parole dans ce débat aux afro-descendants résidant en Occident, ainsi qu'aux métis euro-africains. Ils ont une identité duale de leurs deux continents, l'Europe et l'Afrique, et dans ce débat difficile de la restitution, je reprends les mots de mon ami Didier Claes, c'est comme dans un divorce. Et donc, si c'est comme dans un divorce, nous, enfants de personnes, de parents en conflit, nous pouvons avoir une vue plus objective de la réalité des choses, et donc le mot-clé qui a été sorti, dignité, nous l'approuvons. Vous avez raison, Madame la Présidente, c'est que si on veut changer les choses, il faut agir pour des résultats. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous avons commencé l'Association des métis de Belgique, notre action ici dans ce Parlement le 21 octobre 2016. Après la première résolution consensuelle, je remercie le député Serge de Patou qui est vice-président et vous, Madame la Présidente, de nous avoir aidés. Tout le monde. On a fait ça unanimement. Oui, c'est unanimement, le vote en commission était unanime. On a dû voir tous les partis politiques dans l'unanimité. Nous avons fait 5 parlements ou hémicycles et nous sommes maintenant au Parlement fédéral à la veille d'une déclaration solennelle et mémorielle de la Belgique. La Belgique ne fait des déclarations solennelles et mémorielles qu'une à 2 fois par siècle. Eh bien, nous en aurons bientôt une sur la problématique des métis issus de la colonisation belge qui reconnaîtra, s'excusera et s'engagera à réparer les séquelles des discriminations coloniales. Ça, c'est du résultat. Cependant, il est clair que dès que nous aurons tourné la page et que nous serons considérés comme des Belges à part entière, nous allons démultiplier ces actions pour obtenir des résultats au niveau européen. Et c'est pour ça que nous allons organiser le 5 février 2019 un colloque au Parlement européen avec un nouveau concept qui est le concept de la citoyenneté euro-africaine. Parce que dans le destin de l'Europe, après 2020, après la fin de l'accord de partenariat d'Europe-Afrique de Cotonou, qui est encore un peu post-colonial, nous suivrons l'idée, un peu la prédiction du général de Gaulle, que dans un monde globalisé, avec l'émergence de grandes puissances, Chine, Inde, Brésil, Indonésie, etc., l'Europe ne pourra s'en sortir que si elle fait un partenariat privilégié avec l'Afrique pour faire face à ces faiblesses qui sont énergie, matières premières, espace et main-d'œuvre jeune. Dans le concept d'Eurafrique qui se mettra en place, qui est notre destin, nos enfants et nos petits-enfants pourront régler tous ces problèmes. Je dirais à la limite, ces problèmes se régleront tout seuls parce que cette citoyenneté euro-africaine sera acceptée et nous serons dans un monde pacifié où les choses s'arrangeront et se régleront par eux-mêmes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Alors, je vous remercie tous pour vos interventions. J'ai envie de... On a parlé de métissage, il y a aussi un métissage important qui pour moi n'est pas assez mis en avant, c'est le métissage culturel en fait. C'est-à-dire que tous les gens, enfin on en parle à travers le mot diaspora, mais la diaspora c'est ça, c'est de dire que je suis une femme d'origine congolaise qui est née et qui a grandi en Belgique. Et je m'en suis rendu compte davantage en allant au sommet, à une conférence organisée par l'Organisation internationale de la francophonie, en rencontrant des Congolais qui vivaient à Kin, qui avaient grandi à Kin. Et je me suis dit, mais en fait, pour eux et moi, la vision, l'histoire est la même, mais la symbolique est totalement différente. Quelle est la symbolique des objets d'art que je vois dans le musée d'Afrique centrale, dans le musée d'Afrique royale à Bruxelles? La symbolique, pour moi, elle est totalement différente. Pourquoi? Parce que mon vécu n'est pas le même. Cette vision-là, ces visions ces objets-là, pour moi, ils me ramènent à quoi? Une question d'identité, à une question de conflit, de loyauté, à une question de racisme aussi. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle n'est pas complète. La façon dont on la raconte dans les écoles n'est pas complète. Et moi, je pense que s'il y a quelque chose de pratique qui peut être fait, même si l'enseignement est une compétence communautaire, c'est vraiment de dire que l'histoire peut être racontée autrement. Je suis une femme noire en Belgique, je suis belge d'origine congolaise et je ne suis pas une victime. Et ça, j'aimerais bien pouvoir le dire haut et fort, c'est je ne suis pas une victime. Et la manière dont on raconte cette histoire, elle s'inscrit toujours dans une binarité entre bourreaux, victimes, entre coupables et personnes spoliées. Et j'aimerais dire que l'homme africain, de façon générale, l'homme noir, le congolais, puisque c'est mon cas, n'entre pas dans l'histoire de la Belgique
seulement en tant que victime, seulement au moment de la colonisation ou autre. On a contribué autrement. Et je crois que pour voir, on parle de mépris, on parle de rapport de force, pour voir ça autrement, c'est voir les gens de façon égale, c'est de dire notre contribution historique a été tout autre que seulement celle de la spoliation et autrement. Par exemple, je trouve bizarre que j'ai appris qu'il y a que quelques années, en allant voir mon grand-oncle à Kinshasa, que des membres de ma famille avaient combattu lors de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je pense que ça, c'est important de le dire aux gens. Parce que la manière dont ils voient leur identité, dont ils vont s'affirmer dans la société sera tout autre quand on aura raconté une histoire vraie, une histoire complète. Merci beaucoup. Voilà, j'ai été consultante au sein du musée et je suis l'artiste Laura Sengioupa qui a été attaquée par Bruno Van Gogh sur les médias. Voilà, j'aimerais qu'on soit assez clair sur la violence institutionnelle dont a été victime les consultants qui sont aujourd'hui la lubie du musée, qui est toujours dans toute communication officielle du musée. J'ai pas le temps de me défendre de la tentative de décrédibilisation de Bruno Verberg à mon égard, mais j'aimerais vraiment, je pense qu'il est urgent de parler de la désinformation parce qu'il parle de la diaspora qui, selon lui, était là depuis le début du procès. C'est faux, elle est arrivée à la demande du COPRAF avec des moyens très limités. Et comme la demoiselle précédente a dit, c'est quelque chose de très 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 important pour l'histoire de la Belgique que cette diaspora soit efficace, et elle ne l'est pas, et je pense que ce sera une des très grandes déceptions du musée. Donc quand les critiques arriveront, il y aura d'autres personnes à descendre que moi, et ce musée ne pourra plus fonctionner comme ça. Donc si on veut faire mieux dans le débat de la restitution, il faudra des vraies façons de faire entendre la diaspora. Voilà. Ce qui ressort aujourd'hui, effectivement, et qui a été un petit peu dit, c'est cette idée de désinformation. Quand on parle de la collaboration et de l'implication de la diaspora africaine et particulièrement congolaise dans la nouvelle exposition du musée, ça ne veut pas dire que tout est à jeter, c'est pas ça qu'on dit, c'est juste qu'il est temps effectivement qu'on trouve une manière de dialoguer d'égal à égal. Ah, d'accord. Et donc, je terminerai là-dessus, qu'on trouve une manière de dialoguer d'égal à égal. Quand on parle de co-construction, je reste un petit peu sur mes gardes parce que le risque, effectivement, c'est que ce soit toujours les mêmes personnes qui ont l'habitude d'être dominantes dans ces rapports. Comment leur expliquer et comment les mettre à une autre position que d'être au-dessus, et voilà, il y a toujours un petit peu des hommes non racisés qui appartiennent au groupe hégémonique en Belgique qui sont au-dessus, et puis en bas, ce sont les femmes, et puis après, derrière, encore plus bas, ce sont les femmes racisées. Donc comment inverser ce rapport pour arriver et parvenir à un véritable dialogue pour des résultats? Parce qu'aujourd'hui, moi je suis née en Belgique, mes enfants sont nés en Belgique, et les générations suivantes vont certainement naître également en Belgique. Nous, on parle, on vient avec du dialogue, on vient avec des paroles, on veut des actes, effectivement, mais je pense que les générations suivantes, elles vont être beaucoup plus impatientes que nous. Donc si on ne fait rien aujourd'hui, c'est aussi une bombe à retardement pour l'avenir. Merci. C'est vrai, pardon. Vous savez, moi j'ai grandi avec l'éducation africaine, j'ai grandi au Congo avec une éducation bantoue. Et je sais que l'Africain est quelqu'un qui est très compréhensible et qui pardonne pour finir finalement très vite. Mais pour ça, il faut du pardon. Mais quand je retiens aussi l'intervention de madame à ma droite, oui, pour moi, c'est une fierté vraiment d'être représenté, que ma civilisation, que mes ancêtres soient représentés dans tous les grands musées du monde. Que cela plaise, c'est une fierté et cela doit avoir lieu. Maintenant, oui, il y a une réalité à voir. Je vous l'ai dit au départ de mon intervention, tout ce qui est excessif n'aboutira à rien. Ce n'est pas parce que je dis que toutes les collections des musées ou des collections privées ne sont pas issues d'un patrimoine que certaines ne sont pas issues. Il est évident qu'une partie, peut-être une grande moyenne, je ne sais pas laquelle, est issue d'un pillage. Mais il faut l'accepter, une réalité pour pouvoir avancer.
il y a aussi une majorité de ces pièces qui ne sont pas issues d'un pillage. Cela n'enlève en rien le débat. Il y a eu l'abandon des croyances, il y a eu le commerce de l'art. C'est une réalité, on ne doit pas nier cela. Je ne défends pas mon métier de marchand. Vous savez, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie de sportifs, leur vie de politiciens pour défendre certaines valeurs. Et je défends ces valeurs. Si demain je ne suis plus marchand d'art africain, je serai marchand d'art contemporain africain. Il n'y a aucun problème de réflexion à ce niveau-là. Donc je n'ai pas peur de l'avenir de ce métier. Mais il faut accepter la réalité. On doit accepter la réalité pour avancer. Le débat doit être ciblé. Le musée de Kinshasa possède plus de 60 000 pièces aujourd'hui qui ont été collectées entre les années 60 et les années 70. Le musée d'Abidjan possède plus de 40 000 pièces qui sont issues des collections entre 1950 et 1970. Ces collections doivent être complétées. Il y a des cas d'école, le cas Lusinga en est un. Il faut aller débattre de manière ciblée pour pouvoir avoir des vrais résultats. La Belgique, quand elle réclame ce tableau, elle ne réclame pas toute l'entièreté des pièces qui ont pu être pillées. L'Italie ne réclame pas l'entièreté des pièces sorties à l'époque. Elle demande des choses, elle a des débats ciblés. Et donc il faut absolument que cela soit ciblé pour pouvoir avancer. On n'est pas dans l'excessif, il faut être dans le raisonnable. Et je terminerai juste par dire I have a dream, effectivement. I have a dream, un jour où le Congo et la Belgique vont enfin se réentendre sur une table et qu'enfin le pardon sera clairement notifié par rapport à cela et que les musées africains aujourd'hui seront embellis de nouvelles collections. Pour revenir juste sur le musée effectivement d'Abu Dhabi, qui est donc la version du musée du Louvre, la majorité des pièces qui sont provenant des pièces africaines ont été acquises par le musée d'Abu Dhabi. Il y a une politique d'acquisition réelle de ce musée. Ces objets ne proviennent pas du musée du Quai Branly des collections françaises, elles ont été acquises. Peut-être que demain aussi, nos pays africains aussi prendront, parce qu'on ne doit pas oublier ce débat là aussi, parce que est-ce que nos pays africains, est-ce que nos politiques africains ont conscience de cela? S'il s'agit du Congo, je peux vous dire qu'il n'y en a pas encore question. Évidemment, il y a des priorités dans nos pays, il y a des priorités vitales, mais n'oublions pas qu'il faut aussi, c'est très bien de sensibiliser nos politiques ici en Belgique ou en Europe, mais nous devons et nous avons le devoir de sensibiliser nos politiques africains, qui pour le moment ne font absolument rien pour la culture. Merci. Merci pour l'ouverture de ce débat. J'ai très bien écouté et j'ai entendu beaucoup de remarques, surtout en ce qui concerne notre musée et la façon que nous collaborons avec les diasporas. Comme Billy nous a rappelé, ce dialogue a commencé il y a 16 ans. Je suis aussi content d'entendre Ahmed citer pas tous les témoins, donc il y a quand même des choses où nous avons bien avancé. J'avoue aussi qu'on a commis des erreurs, surtout dans la transition de consultation vers concertation. Et on doit apprendre de nos erreurs. Et donc c'est pour ça que je reprends les mots de Billy aussi. Les 3 mots sont dialogue, 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 et continuons ce dialogue de façon constructive, mais que nous avançons. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Selon Gustave Flaubert, la bêtise consiste à vouloir conclure. Par conséquent, je ne vais pas conclure, car il faut au contraire ouvrir, vers de nouveaux lendemains, vers un dialogue prolongé et renforcé. L'État de la diaspora africaine que je représente est très heureux d'avoir lancé cette campagne déjà depuis quelques années. Cette campagne se renforce et je crois que la Belgique y prendra une part essentielle. J'ai entendu ici des propositions auxquelles, pour ma part, je ne peux que souscrire. L'idée, par exemple, d'une fondation qui a été lancée, ça me paraît essentiel. Nous avons nous-mêmes lancé une fondation en France sur ces thématiques, donc je crois que c'est essentiel. L'idée également d'une conférence internationale, c'est aussi ce que nous avions proposé à plusieurs pays d'Europe ou d'Afrique ou d'ailleurs. Ça me semble aussi une très bonne idée. Nous pouvons apporter, s'il le faut, une sorte d'ingénierie culturelle et diplomatique. Pourquoi pas aussi l'idée d'une résolution européenne, en tout cas d'une recommandation au niveau du Parlement européen qui n'est pas très loin. Bruxelles, c'est aussi la capitale de l'Europe, et parmi les parlements auxquels il faut penser, il y a aussi le Parlement européen. Nous avons commencé à discuter avec le groupe antiracisme du Parlement européen qui s'intéresse à ces questions, mais s'il sent qu'il y a un ou plusieurs États qui veulent avancer, eh bien nous pourrons faire d'un coup plusieurs pays
Et c'est à cela que nous travaillons. On ne soit pas simplement des campagnes juxtaposées, la France fait ceci, la Belgique fait cela, l'Angleterre, etc. Au contraire, il faut une convergence internationale, une co-construction internationale. Et donc, plusieurs personnes ont dit ici qu'il y avait 3 mots, dialogue, dialogue, dialogue. Je ne suis pas contre. Moi, j'ai aussi 3 autres mots à vous proposer, ce que j'appelle les 3 R, reconnaissance, réparation, réconciliation. Mais il n'y aura pas de réconciliation sans reconnaissance et sans réparation. Merci. L'histoire n'est pas là pour blesser quelqu'un, mais il y a des frustrations au niveau des jeunes et on a aussi besoin de parler de l'histoire, il ne faut pas en avoir peur. Alors, j'ai commencé mon intervention en parlant des violences. Je le termine beaucoup plus courtement. Je la termine beaucoup plus courtement en parlant donc de la reconnaissance, on l'a déjà dit, les débats, mais en insistant sur le fait que le débat nécessite aussi la contradiction et que nous ne devons pas avoir peur d'avoir des voix diasporiques aujourd'hui qui expriment un certain ressentiment par rapport au processus de relations avec les institutions qui ont parfois été empreintes de racisme. Des choses ont été reconnues aujourd'hui et c'est assez exceptionnel dans le cadre des débats belges. Donc, j'aimerais remercier le directeur du musée d'avoir accepté notre invitation d'abord, d'avoir reconnu certaines choses et de rester ouvert pour la suite du dialogue et des débats. Je ne vous cache pas que cette fois-ci nous serons plus assertifs, que nous sommes plus organisés, que nous sommes plus au clair avec ce que nous voulons et que nous voulons parler d'égal à égal. Nous n'allons pas vous ménager, mais nous savons que, puisque vous êtes ouverts et que nous sommes ouverts, nous allons aller vers du positif. Du positif avec les institutions, du positif avec les parlementaires et les autorités publiques et belges, qui nous montrent par là une certaine grandeur de la Belgique, en commençant par le débat organisé aujourd'hui. J'aimerais remercier les personnes qui assistent au débat de Banco ASBL qu'on organise chaque année. Parce qu'en réalité, sans votre participation, il n'y a pas vraiment de débat. Sans votre mobilisation, il n'y a pas vraiment d'avancée. Vous savez que ce n'est pas le cas pour Madame de Hout, mais que beaucoup de politiques ne réagissent que quand il y a du monde derrière. Donc je nous invite à continuer, comme tu l'as dit tout à l'heure, le débat par mail, à nous envoyer des idées parce que nous n'avons pas la science infuse, que nous mettrons parfois, si elles sont bonnes, en pratique. banco.asbl@gmail.com. C'est ça. Merci. Par la présidente, c'est tout ça. Alors, voilà, donc je terminais par vous dire qu'on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste pour participer au débat. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact très fort et c'est notamment grâce à vos réactions sur les réseaux sociaux, etc., que les télévisions s'intéressent aussi à ce débat-là aujourd'hui. Je remercie encore une fois Michel Bouffiou. Le pauvre, il entend son nom répété tout le temps dans le débat, mais il sait pourquoi. Alors, ma dernière phrase sera pour les parents, les mamans, les papas, mais aussi les parrains, les oncles, etc., qui ont à leur charge des petits-enfants. Je suis éducatrice comme premier métier et j'aimerais vous dire qu'il y a un grand impact aujourd'hui du racisme sur les enfants qui perdure jusqu'à la 3e génération. Les biologistes nous disent que c'est un impact sur l'ADN. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les débats que nous menons aujourd'hui sont salvateurs pour nous, mais sont aussi salvateurs pour les enfants. Protégez-les, mais aussi informez-les. Vaut mieux qu'ils l'apprennent par vous, plutôt que par Internet, plutôt que par des voix que nous ne connaissons pas. Merci encore une fois pour l'Union francophone bruxellois et à Madame Julie Hout. Bon retour chez vous et rendez-vous au prochain débat avec Banco ASBL et Julie ici. Bravo Mireille. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Galulin et j'habite ici à Bruxelles. Voilà. Pourriez-vous revenir sur les points essentiels de votre intervention suite au débat sur les biens culturels? Quel est ce postulat de départ qui est erroné selon vous?
Et selon moi, le seul problème, déjà de base, c'est de partir du principe qu'on est en train de restituer quelque chose à quelqu'un en oubliant qu'en fait, on n'est pas propriétaire de cette chose. Il y a l'un des intervenants, le directeur du musée, qui disait lors de son intervention, voilà, on a offert certains biens à certains membres de pays africains. Déjà, dans le seul fait de dire qu'on a offert, on ne peut pas offrir à quelqu'un quelque chose qui ne nous appartient pas. Le droit de propriété est un droit absolu qui ne se déroge pas ou qui s'abstente ou qui se détruit par le non-usage. Et là, en tant que tel, c'est d'une certaine violence que de dire qu'on a offert ça à des gens, partant du principe que ce droit-là, il leur a été retiré et ils ont été empêchés de pouvoir l'exercer dans leur pleine et entière prérogative. Donc, en partant du principe qu'on oublie l'originalité de cette propriété, on ne peut pas avancer d'égal à égal si on oublie que ce que l'on a maintenant, on l'a acquis par des moyens qui sont tout à fait litigieux, quoi. Alors, selon vous, quelle serait justement la nouvelle dialectique à poser justement par rapport à la restitution des biens culturels? La première dialectique à poser, c'est de reconnaître que ce que nous avons n'est pas à nous. Mais il se trouve que pour le moment, c'est nous qui en sommes en possession. Le travail qu'on va alors à ce moment-là essayer de faire, c'est comment est-ce qu'on peut résoudre dans le dialogue et dans l'apaisement la restitution de ces biens-là. Et on est obligé de pouvoir agir en partant du principe que ce n'est pas à nous, mais on a l'obligation morale et intellectuelle de la restituer à ceux qui en sont propriétaires de droit, et de sorte à pouvoir avancer et apaiser. Parce que ce qu'on voit à travers ce problème-là, c'est très symptomatique de ce que l'on voit ici à travers de cet entendement culturel, c'est qu'on a plusieurs identités qui sont mises de manière dialectique ou de manière duale, alors qu'on n'a pas besoin de voir ça comme si c'est nous contre vous. C'est une mémoire collective et commune qu'on essaye de construire ici, mais pour que la construction soit normale et bienséante, il faut qu'on parte quand même du principe qu'il y avait une origine et qu'on ne peut pas la perdre de vue et faire comme si on ne savait pas, et faire preuve, à mon avis, d'un certain égocentrisme ou d'un certain impérialisme en se disant on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors, dernière question, justement, ces visions plurielles et parfois duelles entre la diaspora et les gens du continent africain, comment est-ce qu'on pourrait les inclure de manière beaucoup plus efficace dans ce discours que l'on pose aujourd'hui sur la restitution des biens culturels? Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait vraiment essayer de l'introduire par rapport à ça, mais fin des fins, tout ce que l'on demande à tout un chacun, c'est de pouvoir parler librement, de mettre nos idées sur la table et d'accepter que personne ne sait mieux que l'autre ce dont il est question, et que fin des fins, la seule direction dans laquelle on peut essayer d'aller, c'est l'apaisement culturel. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas arriver à cet apaisement si on ne part pas du principe qu'il y a un ordre qui a été remis en question et qu'il faut le rétablir maintenant. Bonjour, je m'appelle Raïssa Mbilo, je suis juriste dans une association d'éducation permanente à Bruxelles. Voilà. Est-ce que vous pourriez revenir sur les points forts de votre intervention suite au débat sur les biens culturels? Alors, bien sûr, moi j'ai insisté sur le fait que cette histoire devait être beaucoup plus large que simplement celle de la colonisation. C'est-à-dire que lire l'histoire comme ça, c'est ne voir l'homme africain que comme une victime. Or, les gens, surtout issus de la diaspora qui vivent à Bruxelles, ont besoin de se réapproprier de cette histoire et d'être autre chose que des victimes. De montrer qu'en fait, dans cette histoire, ils ont été acteurs et non pas seulement passifs. Et c'est pour ça que j'ai voulu insister sur ça. Il faut que l'histoire dépasse la binarité entre bourreaux et personnes ayant été spoliées et autres. C'est important. Et il faut revenir là-dessus, mais notamment dans l'enseignement. Mais aussi apprendre que l'histoire a été beaucoup plus large que celle-là. Que les gens ont été inclus de façon active dans cette histoire-là. Notamment lors de la première de la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi. Voilà. Alors justement, de manière empirique, de manière concrète, comment est-ce qu'on pourrait, si on devait imaginer un deuxième débat sur les biens culturels, comment est-ce qu'on pourrait inclure d'autres voix, justement pour avoir cette pluralité de visions dont vous parlez? Déjà, je pense que énormément de personnes devraient être au courant que ce genre de débat se tienne. Je pense que la publicité est assez bonne, mais peut-être assister dans plus de sphères, différentes sphères, pour que les gens puissent raconter leur histoire en fait. De dire, mais voilà, mon identité c'est celle-là, parce qu'une identité c'est vivant. Je suis une personne d'origine, voilà, mon exemple à moi, d'origine congolaise à Bruxelles. Comment je vis cette identité? Surtout maintenant que l'identité est quelque chose qui est, j'ose le dire, tabou et qui relève un peu d'une histoire blessante, d'un conflit de loyauté, etc. C'est de dire comment vous la vivez et comment on peut se réapproprier cette identité-là aujourd'hui, en fait. Et je crois que c'est une démarche beaucoup plus positive
que celle de simplement parler de devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, il a un sens aujourd'hui. Quel sens il a, quelle symbolique il a pour moi maintenant? Et qu'est-ce que je vais en faire en fait de tout ce passé? Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que je vais faire de ce passé aujourd'hui pour demain? Je m'appelle Michel Bouffiou, je suis journaliste et je travaille pour l'hebdomadaire Paris Match Belgique. Voilà, alors vous avez été précurseur dans le dossier sur le crâne de Lusinga, la restitution. Il y a eu très peu de remous médiatiques, justement ce qui a créé une certaine frustration. Quelques mois plus tard, on est là aujourd'hui à l'hémicycle. Quels seraient, selon vous, les points qui ont été importants aujourd'hui, qui ont été abordés? Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ce dossier Lusinga, c'est ça qui est très important, c'est qu'il témoigne de deux aspects très importants de la restitution. Puisque d'une part, ce militaire belge a ramené des objets qui se trouvent au musée de Tervuren actuellement, donc des statuettes qui font partie de ce qu'on appelle les trésors du musée de Tervuren. Et d'autre part, ce militaire a ramené en Belgique des restes humains, c'est-à-dire des crânes, qui se trouvent au musée des sciences naturelles. Crânes de chefs congolais qui eurent la tête tranchée parce qu'ils refusaient de se soumettre à l'autorité de ce conquistador, entre guillemets, qui était venu sur leur terre. Et donc, ce sont deux enjeux très importants qui méritent chacun des débats parce qu'ils posent énormément de questions sur ce qu'a été l'action coloniale belge, sur notre histoire. Et il faut écouter ce que ces restes humains ont à nous raconter, ce que le crâne de Lusinga a à nous raconter. Et il faut également ne pas oublier qu'il y a du sang, même s'il a été bien effacé, mais il y a du sang sur les statuettes qui se trouvent, en tout cas sur certaines statuettes qui se trouvent au musée de Tervuren. Vous parliez d'un cours de l'ULB sur l'alternativité, qui est une sorte de nouvelles modalités de comment analyser ces restes humains, comment analyser ces reliquats qui ont été spoliés au Congo. Oui. Est-ce que c'est votre seule réponse sur la restitution ou une des manières de décliner une restitution? Oui, je pense que ce n'est pas une réponse. Il faut savoir que donc il y a deux collections de restes humains, deux collections coloniales de restes humains en Belgique. L'une se trouve au musée des sciences naturelles, c'est 289 crânes, 8 squelettes, 12 foetus. Et une autre collection qui est l'ancienne collection de la Société d'anthropologie de Bruxelles qui collectait des crânes à la fin du 19e siècle, au début du 20e, pour faire des expériences pseudo-scientifiques, des mesures de crâne pour démontrer la supériorité de la race blanche. Et bien, cette collection-là se trouve aujourd'hui en partie au musée des sciences naturelles et en partie à l'ULB. Là, c'est une cinquantaine de crânes. Alors, il serait temps que l'ULB s'empare de ce débat, évidemment, que dans ce milieu universitaire, on discute de ces crânes, de ce qu'ils ont à nous raconter sur l'histoire de la Belgique, mais aussi sur l'histoire des sciences, sur l'histoire de l'université, puisqu'ils ont été amenés là par un prof de l'UNIF. Et donc, aujourd'hui, ce débat n'existe pas. L'histoire de ces crânes n'est pas écrite à l'université et on se sert, on croit pouvoir prendre argument du fait qu'on se sert encore de ces crânes pour donner des cours sur la variabilité, c'est-à-dire des cours qui démontrent exactement l'inverse de ce pourquoi ces crânes avaient été collectés. Donc ils avaient été collectés pour légitimer le racisme de manière scientifique. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont utilisés pour expliquer à des étudiants que le racisme est une ineptie sur le plan scientifique. C'est une réponse, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure. Je pense qu'il y a un débat à avoir sur l'endroit où se trouvent ces crânes. Ne doivent-ils pas retourner de là où ils viennent ? Et tant qu'ils sont là, peut-être qu'ils ont une histoire à nous raconter qui nous concerne tous. Alors, mon nom est Laura Sengemva, je suis artiste et architecte bruxelloise. Alors, cette rencontre aujourd'hui sur la restitution des biens culturels, en tant qu'artiste et architecte, justement, la symbolique est forte. Qu'est-ce que tu en retiens? Quelle serait ta vision personnelle? Ma vision personnelle, à mon avis, en tant que jeune issue de la diaspora, oui, je me sens un peu comme mission
voilà, porteuse de cette mémoire collective et de ce pont culturel et voilà, et de rétablir un peu une sorte de justice. Je suis très heureuse du débat qui a été mené ici par BAMCO. Je sens vraiment la mobilisation qui commence vraiment à prendre une forme encore plus voilà, porteuse d'impact. Et oui, c'est beaucoup d'optimisme pour moi, malgré la sérieuseté de ce sujet. Ouais. Alors, beaucoup d'optimisme, malgré quand même une certaine tiédeur, selon toi, de la position de l'Africa Museum, ce côté toujours on donne, mais pas trop, ou on donne avec des conditions. Oui, bah, par rapport au musée, j'ai même un peu perdu espoir d'avoir un vrai débat décolonial avec eux, parce que toutes les structures, tout est fait, il est architecturé de sorte à ce que rien ne change, que le statu quo soit gardé. Et il n'y a pas de place pour le conflit à l'intérieur, alors que c'est justement par le conflit et le manque de confort dans les idées que les choses peuvent bouger. Donc ouais, cette tiédeur-là, je dirais même que c'est un frigo. Et je crois que si j'avais fait fondre ma statue là-bas, elle n'aurait peut-être juste pas fondu en fait. Alors justement, en parlant de ta statue People, qui a été présentée de manière poétique, radicale et éphémère lors de la Nuit Blanche, je dirais que c'était un acte de résistance et de vision politique. C'était une sorte de décolonisation de l'espace public, mais aussi une décolonisation des corps. Est-ce que tu peux en parler un peu plus longuement ? Eh ben, alors ça s'est passé le 6 octobre à la Nuit Blanche de Bruxelles. C'est un projet que je porte depuis 3 ans, qui a été refusé bien sûr par le Musée de l'Afrique, comme beaucoup le savent aujourd'hui, mais qui a trouvé l'espace idéal et là où, voilà, dans le contre-pouvoir total. Et c'était un moment assez magique, assez hypnotique. Je suis encore un peu émue parce que j'ai porté ce projet tellement longtemps et je suis restée près de l'œuvre tellement longtemps que je suis encore un peu en état d'hypnose. Mais les 2800 visiteurs qui sont venus ont été très touchés. J'ai eu des très bons retours et je sens déjà le post-people, donc vraiment mon intention profonde qui était d'ouvrir le débat. Et d'inviter beaucoup plus de citoyens aussi dans ce débat, en dehors de l'appartenance ethnique ou que sais-je, ou culturelle ou religieuse. Voilà. Tout le monde a été invité à participer à ce débat, comme voilà, à se sentir concerné. Et en ça, je pense que le geste a été réussi. Ouais. En tant que citoyenne, justement, ce qui est impressionnant, c'est que tu es afro-descendant du Rwanda, qui parle de l'histoire belgo-congolaise avec ce fameux roi bâtisseur Léopold II. Donc tu incarnes quelque part cet exemple de vision plurielle qui devrait toucher l'ensemble des citoyens belges. Oui, voilà, bah oui, je suis pas congolaise d'origine, je viens d'une autre ancienne colonie belge, le Rwanda. Il y a encore le Burundi à côté de ça, et j'incarne, oui, vraiment l'identité diasporique. Je me sens même plus de la diaspora avant que d'être belge ou rwandaise. Et je suis tellement heureuse d'avoir pu rencontrer le Premier ministre de l'État de la diaspora, parce que c'est une identité qui existe vraiment, quoi. Avec, enfin, je l'incarne, tu l'incarnes, beaucoup de gens l'incarnent, mais voilà, c'est une identité qui revient avec des revendications politiques propres et voilà, c'est très clair pour moi, mais voilà, que ce soit pour les autres, j'espère. Ouais. Julie de Groot, je suis présidente du Parlement francophone bruxellois. Alors aujourd'hui, ce débat à l'hémicycle sur la restitution des biens culturels, une première en Belgique, à Bruxelles. C'est une ouverture, c'est aussi une co-construction des mémoires collectives. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Alors je pense que c'était vraiment un moment extrêmement fort qui a co-été organisé entre le Parlement et la SBL BAMCO. Très fort parce qu'on a parlé effectivement de l'identité, du respect, mais on a aussi entendu des excuses publiques. On a entendu de la part du directeur de l'Africa Museum, donc le musée de Tervuren, on a entendu ces mots, que c'était jusqu'à maintenant, pendant 60 ans, la construction d'une histoire raciale. Et donc on a entendre ces mots-là, et d'une suprématie évidemment qu'on connaît bien, qui a été confortée après par monsieur le journaliste Bouffiou, sur ces restants humains, où on voit que les restants, évidemment les crânes étaient utilisés pour montrer la suprématie blanche. Donc ici,
dans cet hémicycle, c'est un hémicycle, donc c'est un lieu de décision politique. Dans cet hémicycle, on a entendu des mots qu'on n'a pas encore entendus dans aucun parlement en Belgique. Un, des excuses publiques, c'est-à-dire la reconnaissance d'une mémoire collective. Mémoire des collectifs que si elle est partagée, et que si donc on a cette reconnaissance, et c'est vers ça, donc c'est à partir de là qu'on peut vraiment avoir un respect, une dignité et surtout une égalité. Parce qu'à partir de ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire demain? Tous les députés, on va travailler à une résolution qui reprenne vraiment cette connaissance des faits, mais qui aille plus loin, en disant comment est-ce qu'on peut co-construire tout ce travail sur la restitution des œuvres d'art qui ont été pillées, spoliées, et ce n'est pas que des objets spoliés, c'est la mémoire qui a été spoliée aussi. C'est une mémoire collective qui a été spoliée, pas que des objets. Alors vous parlez de l'enthousiasme en disant qu'il ne suffit pas d'avoir que de l'enthousiasme pour mettre à jour, pour créer cette rencontre. Il y a eu des choses aussi qui ont été confrontantes à l'écoute. Est-ce que ça fait partie du jeu, du débat? Est-ce qu'il peut en ressortir de manière empirique des choses concrètes? Absolument. Absolument. D'abord deux choses. On est le seul parlement belge en fait à ouvrir chaque mois ses portes à la société civile. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que chaque mois, la société civile remplit l'hémicycle, est là, a des choses à dire, et qui a un suivi qui est donné par les collègues. Waouh! Donc ça, quand même, dans ces temps de crise profonde de notre démocratie, ça fait quelque chose. L'autre chose que je voulais dire, c'est que bien sûr, il y a eu des choses confrontantes qui ont été dites. Hein. On ne parle pas d'une histoire très très ancienne, on parle d'une histoire très récente, très douloureuse, du prix du sang. On parle de cette histoire-là. Et donc, oui, bien entendu, il y a eu des choses confrontantes qui ont été dites. Et moi, je ne veux pas gommer ça. Je n'ai pas envie qu'on dise « Ah, vous savez, colonisation, c'est une histoire ancienne, il faut quand même regarder de l'avant, blablabla. » On n'en est pas encore là, en fait. On est d'abord dans la confrontation de la douleur. On est d'abord là. Et à partir de là, et c'est pour ça que je parle d'excuses publiques et de reconnaissance publique, parce que l'excuse publique, la reconnaissance publique, c'est partir de la douleur, du sang, des pillages, des spoliations, des crânes humains. À partir de là, on peut effectivement construire quelque chose qui soit porteur pour nos générations, de faire cette mémoire collective ensemble, à travers des objets. Donc à travers l'objet, c'est quoi? C'est la culture. Ça, la culture, c'est quoi? C'est l'identité. Et ça, je pense que c'est très très fort. Ouais. Dernière question, en 5 ans, on s'est rencontrés au conseil communal autour de la place Lumumba. Il y a eu le premier débat sur le passé colonial Belgique-Congo. Il y a eu la question des métis et aujourd'hui la restitution des biens. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cette évolution, cette prise de conscience, cette sensibilité aussi au sein du Parlement et avec le grand public? Alors, mais pour moi, ça a été un cheminement formidable, vraiment important. Souvent dur d'ailleurs, hein. La place Lumumba, vous le rappelez, moi je me souviens quand même d'une majorité qui a voté à main levée contre la création de la place Lumumba, parce qu'il fallait en fait une place qui représente un Africain plus consensuel. On se demande ce qui est africain et on se demande qu'est-ce qui est plus consensuel quand on parle de Lumumba. Bref. Et donc on voit qu'il y a un vrai combat qui a dû être mené, un vrai combat. Donc place Lumumba, certes, et on voit que ça a été inauguré dans la liesse, donc il y a eu un cheminement, un combat, vraiment de tous les jours, j'allais dire de tous les mois. Et puis on a eu ce jeudi l'hémicycle sur la mémoire coloniale, qui au fond, on se rend compte, on n'y est pas encore. C'est trop vaste. Tout le monde est d'accord pour dire « Ah, on ne prend pas ça bien en compte dans les manuels scolaires, nanana », et puis on en reste là. Et alors, après, on a travaillé avec les métis des Belgiques, qui ne sont pas donc les métis dans le sens courant du terme, qui sont ces jeunes qui étaient ni noirs ni blancs, qui étaient parqués, je emploie le mot à dessein, dans des orphelinats. L'orphelinat le plus connu était celui de Savé, et ensuite amené en adoption de force en Belgique, et dont les dossiers, c'est-à-dire aussi personnels, intimes, physiques, etc., se retrouvaient au musée de Tervuren, hein, ça dit bien les choses quand même, des dossiers d'adoption. Hein, et grâce en fait à un jeudi de l'hémicycle qui est parti d'ici, on a fait 5 parlements
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, là, le ministre Madran, après, a pris la balle au bond pour essayer de recoller les familles arrachées ensemble, le Sénat, la Chambre. Donc on a vraiment, je pense vraiment que quand on a cette co-construction citoyenne, une vraie participation citoyenne, on arrive, et puis l'unanimité évidemment de l'ensemble des collègues, on arrive vraiment à des résultats très concrets. En tout cas, merci de votre soutien à la culture juive. Non, mais merci à vous, vraiment, parce que sans l'associatif, sans les associations, sans ceux qui se battent tous les jours, il n'y aurait rien, en fait, rien du tout. Merci.